Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le 27e épisode du podcast Culture Nutrition. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Thomas Boisserie. Bonjour Thomas. Bonjour Grégory. Écoute Thomas, aujourd'hui je suis d'humeur un peu potache et j'ai envie de commencer ce nouvel épisode du podcast par une vanne. Si je te dis je peux pas, j'ai aquaponie, qu'est-ce que tu me réponds ? Alors, je te dis que, en effet, il y a une fédération française d'aquaponie qui existe, mais nous n'avons pas grand-chose à voir avec de l'équitation en milieu humide. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de l'aquaponie. D'accord, À la fin. Tu vas nous en dire plus, parce que plus sérieusement, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Culture Nutrition. Donc bienvenue à toi. Dans ce podcast, en fait, je donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition et toutes les personnes qui nourrissent le monde durablement. Et c'est clairement ton cas avec les nouvelles fermes, ton entreprise, parce que oui, on va parler aquaponie et même plus précisément, je crois que c'est de la cycloponie, si je me suis bien renseigné. Oh là là, ça devient un peu technique, mais on va rentrer dans le détail, vous inquiétez pas. Et on va pas parler uniquement de cela, puisque ton parcours est jalonné de créativité et d'engagement depuis pas mal d'années déjà. Et justement, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux d'abord nous parler de ton expérience entrepreneuriale dans le digital avant d'entreprendre dans l'agriculture, puisque initialement, tu as créé une start-up qui était l'un des fleurons de la tech bordelaise et même française. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie de ta vie ? Alors oui, en effet. C'est vrai qu'après, pas mal de temps, plusieurs années, passées dans le secteur à but non lucratif, auprès d'ONG, hem, c'est vrai que l'entrepreneuriat me titillait pas mal et par le biais d'une rencontre, un mariage, à la cano, autour d'une piña colada avec les vagues en fond, je rencontre des entrepreneurs, multi-entrepreneurs hollandais qui avaient monté un site qui était devenu leader des vacances en Hollande. Quand je dis leader, ils faisaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était énorme, c'était l'équivalent d'un voyage privé français. Et, bon, ils avaient revendu depuis longtemps et je pense qu'ils cherchaient un peu un but dans leur vie et pourquoi pas créer ce même concept-là en France, complètement indépendant. Je leur ai sauté au cou en leur disant: «Écoutez, moi les gars, ça fait longtemps que j'ai envie d'entreprendre. Peut-être que j'avais euh, comment dire, peut-être un doute sur ma capacité à être entrepreneur. Donc, il me semblait tellement pertinent que ça pouvait représenter une super école pour moi. Et c'est comme ça qu'on a monté loisirenchères.com, qui est donc un site comme le Port Salut, qui vend des loisirs et des vacances aux enchères. Et c'était en 2014. En 2014, en fait, je me suis retrouvé tout seul dans un petit Algeco en banlieue bordelaise à lancer ce site vraiment en mode quick and dirty, vraiment rapide et moche avec un tout petit site, une petite base de données. On teste avec des ventes de Smartbox au départ et on s'était mis quelques indicateurs clés, des KPI, comme on dit dans le milieu des startups, pour voir si ça pouvait marcher. Et ça a extrêmement bien marché. Nos KPI étaient largement atteints. C'est là qu'on s'est dit: «Bon, OK, on lâche les chevaux et on démarre quelque chose de concret». Et en fait, dès lors, j'ai recruté à peu près un CDI par mois. On a connu des croissances pas moyenne, mais on va dire de l'ordre de 10 à 30 mensuels par rapport au mois précédent. Ouais, c'est Ce énorme. qui fait qu'assez rapidement la société s'est beaucoup développée. Donc on trouvait c'était très simple, c'était un site internet, il y avait un compte à rebours pour, plein d'offres différentes de restauration, loisirs, santé, bien-être, jusqu'à, ton vol, de 3 semaines pour partir en Thaïlande. Et à la fin du compte à rebours, ça commençait à 1 €, à la fin du compte à rebours, la personne qui avait mis la mise la plus importante remportait l'enchère. C'était vraiment très, très simple. Ça répondait en plus à un sujet pour la plupart des acteurs du tourisme ce qu'on appelle les queues d'avion en fait. Une fois qu'un avion est rempli ou un hôtel est rempli à 70%, il rentre dans ses frais. Donc chaque chambre qui est libre, même si elle partait à 1 €, même si c'est caricatural qu'elle partait à 1 €, c'est presque 1 € de chiffre d'affaires concrètement en plus pour lui, de marge. Et donc on a démarré comme ça et en fait, très vite, on s'est retrouvé à 25, puis finalement 50 dans la société. On est devenu French Tech 120. On a atteint des volumes d'affaires qui ont dépassé les 40 millions d'euros, ce qui était assez considérable. Donc une belle aventure. J'ai passé mon temps à recruter des gens, à gérer la crise de croissance avec des super moments, notamment quand on a eu un sujet de 20 minutes dans le magazine Capital sur M6
qui nous a fait exploser les compteurs. Enfin, on n'avait jamais vu un truc pareil. Notre application a été numéro un dans l'App Store, toutes catégories confondues pendant 2 semaines presque. Donc c'était incroyable. Et après, bon, le Covid a fait son effet. On sait très bien que le confinement et les loisirs, surtout les vacances, n'allaient pas forcément de pair. Ce qui fait que bon, moi j'étais déjà parti, hein, j'ai monté cette aventure pendant 4-5 ans et après j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre parce que j'avais envie de me consacrer à d'autres thématiques et surtout, vendre de l'aérien, sur un site internet, peut-être commencer à paraître pour moi un peu anachronique. Donc trouver des solutions pour, proposer en tout cas, des pistes d'amélioration pour notre monde de demain, tu vois? J'ai pas prévu d'avoir des gosses, mais j'avais des nièces qui commençaient à apparaître dans la famille et le sujet était: «Bon, bah, concrètement, Thomas, qu'est-ce que tu peux faire pour leur proposer un monde dans lequel elles pourront s'épanouir et être heureuses?» Donc c'est pour ça que je suis parti sous d'autres aventures. Donc quête de sens et du coup, tu as eu envie de voir autre chose. Je crois que tu es retourné dans l'associatif à ce moment-là, hein? Ouais, tout à fait. J'ai pris la direction générale d'une ONG qui s'appelle Planète Urgence, qui travaille principalement en fait à la reforestation, l'agroforesterie, dont le siège est basé à Paris pour des actions sur 3 continents. C'était passionnant et on était au contact, tout particulièrement, des rapports qui tombaient au fur et à mesure du GIEC, des études qui étaient plutôt alarmistes, hein, soyons honnêtes. Donc c'était parfois compliqué, le matin quand on avait ses mails qui étaient pleines de ses boîtes mails qui étaient pleines de rapports, de trouver l'énergie, de se dire que, c'est notre goutte d'eau et on fait comme on peut. On a contribué à peu près 0,1 de la reforestation mondiale. Donc à notre petite échelle, on fait quelque chose. Donc bon, c'était génial, mais bon, c'était basé à Paris, j'habitais Bordeaux, des allers-retours et surtout me trottait dans la tête depuis longtemps, ce projet, latent et excitant, passionnant de, repartir un peu dans mon secteur familial qui est l'agriculture. D'accord, secteur familial parce que tu as des racines, agricoles dans ta famille? Ouais, alors ça va faire un peu cliché, mais j'ai de la famille dans la viticulture, plutôt une viticulture, ouvrière, pas vraiment dans les grands noms des grands châteaux et des, crus classés et ça faisait longtemps que mes grands-parents avaient un petit domaine en Côte de Bourg, pour ceux qui sont amateurs de vin, un peu tannique et je leur avais, signifié que si un jour quand ils vendraient, je serais intéressé pour reprendre, pour acheter et ils ont vendu. Ils ont vendu mais sans me le dire. Ah, Sans me le dire parce que, ils en ont ils ne bavé. voulaient pas que tu reprennes peut-être? Ouais, 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 ils voulaient pas en fait que ça reste dans la famille parce qu'ils en ont bavé eux-mêmes pendant 60 ans et ils voulaient pas que dans la famille leurs enfants, leurs petits-enfants, aient le même labeur au quotidien que ce qu'eux avaient pu vivre pendant si longtemps. Donc par contre, dans la famille, on est aussi bornés, donc c'est pas grave, ça sera pas la viticulture et c'est comme ça que le champ de l'aquaponie s'est ouvert. D'accord, oui, donc du coup, c'est une conjonction d'à la fois de prise de conscience climatique plus racines agricoles qui t'a donné envie de réentreprendre dans ce secteur de l'agriculture et de créer les nouvelles fermes en 2020 avec le concept de ferme aquaponique urbaine. Donc c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est assez mystérieux ce concept d'aquaponie. Donc je crois que c'est le moment de nous expliquer de quoi il s'agit. Ouais, tout à fait. En préambule avant, parce que c'est vrai que on me pose souvent la question: «Mais pourquoi tu as fait loisir en chair ou pourquoi tu crées une entreprise alors que tu as bossé longtemps dans le secteur à but non lucratif?» En fait, c'est un secteur qui est passionnant, seulement, en fait, la plupart du temps, le secteur à but non lucratif est limité dans ses capacités de déploiement par les dons et les dons, les subventions, donc par des mouvements de la société civile et c'était souvent frustrant, en fait, de se dire: «Bon, bah, mon déploiement, il est comme ça, mon impact, il est comme ça, limité par ces sources de financement-là» et je trouvais que plutôt partir sur une entreprise qui, elle, peut être dans l'économie sociale et solidaire, par le biais de levée de fonds et ensuite par le biais de la rentabilité, pouvait proposer des solutions beaucoup plus rapides, à impact plus fort, très vite. Donc c'est dès lors que l'idée des nouvelles fermes a émergé. Alors elle émergeait concrètement surtout par la rencontre d'un premier projet à Brooklyn, donc banlieue de New York, un projet qui s'appelle Gotham Greens, c'est une ferme, une serre en verre installée de à peu près 1 500 m² installée sur le toit d'un Whole Food Market. Pour caricaturer, c'est l'équivalent d'un Franprix, donc un Franmarket ici en France, et qui produisait en hydroponie fruits et légumes qui étaient ensuite vendus dans le supermarché juste en dessous. Et je trouvais ça génial de pouvoir repartir dans le secteur agricole et pour autant
aller, tu as quand même la liberté de pouvoir aller boire des coups avec tes potes en terrasse ensuite, parce que tu es en ville. Et c'est vrai que ce qui me gênait un petit peu dans le fait de me lancer dans ce secteur-là, c'était m'imaginer, alors avec tout le respect que je dois aux personnes qui sont agriculteurs dans le Larzac, mais imaginer loin de mes amis, loin de ma famille, hem, à, heu, à me lancer dans l'agriculture, finalement avoir du mal à capter mes proches, mes proches par WhatsApp et à finir par, boire une suze avec mon chien au bord de la cheminée, quoi. Donc il y avait quand même, un besoin de agriculture et de sociabilité. Et je trouvais que Gotham Greens répondait plutôt à ça. Ce qui était par contre un peu plus, dommageable, en tout cas de mon point de vue, c'était que c'était l'hydroponie et c'est toujours l'hydroponie puisque la société existe aujourd'hui. Elle a levé depuis, 350 millions de dollars et elle a ouvert sa 13e ferme. On est en février, il y a de cela un mois. Et c'est en fait dans l'hydroponie, pour vous expliquer simplement, ce sont des plantes qui flottent avec les racines qui sont dans l'eau et dans l'eau en fait l'agriculteur, il met des intrants souvent chimiques de synthèse pour pouvoir faire pousser ses plantes. Et cette dépendance à l'agrochimie me gênait un peu et surtout, utiliser des dérivés du pétrole. Donc en continuant de fouiller, en me renseignant sur, différentes opportunités d'agriculture, c'est là que je suis tombé sur l'aquaponie. Parce qu'en fait, c'est l'hydroponie, mais 90 des besoins des plantes vient des effluents de la pisciculture, donc concrètement, du caca des poissons. Et je trouvais ça d'un seul coup vachement plus vertueux. Beaucoup moins de dépendance vis-à-vis de l'agrochimie et en plus de ça, on produit de la protéine animale et la protéine végétale. Ouais, c'est intéressant. Déjà, je savais pas qu'on différenciait hydroponie de aquaponie, parce que pour moi, c'était synonyme. Et en fait, ce concept qu'on peut imaginer un peu futuriste, parce que culture hors sol, et cetera, j'ai cru voir dans un peu dans votre histoire d'entreprise que c'était un concept ancestral qu'utilisaient notamment les Aztèques, c'est ça, Complètement. dans le Mexique ancien? Ouais, tout à fait. En fait, on a vraiment l'impression en ce moment de redécouvrir l'eau chaude, hein. Mmh. Il y a beaucoup de bon sens dans l'agriculture et ce bon sens, on l'a un peu perdu après la Seconde Guerre mondiale. On avait des populations, des nations entières qu'il fallait nourrir, et hem et il y avait un un produit de base qui était, plutôt magique, dont on a fait plein de dérivés, qui s'appelle le pétrole. Et quand on avait un problème et une plante, bah, je sais pas moi, si elle poussait pas assez vite, on asperge, s'il y a une maladie, on asperge, s'il y a des insectes, on asperge. Et en fait, on a perdu des centaines d'années d'accumulation de savoir paysan, par la facilité de la mise à disposition de ces dérivés du pétrole. Et en fait, en effet, l'aquaponie, on en trouve des traces, chez une civilisation pré-aztèque qui vivait sur la zone de Mexico City, qui est en fait un grand marécage, hein, Mmh. à l'origine, qu'il est encore d'ailleurs, mais ils l'ont pas mal assaini. Et en fait, cette civilisation pré-aztèque-là a créé des chinampas, qui sont des îlots de paille qui flottent sur l'eau concrètement, sur lesquels ils faisaient pousser des pieds de tomates. Et non seulement ça poussait, mais ça poussait mieux. Et donc ça, c'était il y a 4 000 ans. On en trouve aussi il y a 1 500 ans dans les rizières en Chine, à l'époque de l'inondation des rizières. Ils se sont rendus compte qu'en y mettant des poissons ou des canards, non seulement ils mangeaient les petits ravageurs qui pouvaient être sur les jeunes plants, mais en plus de ça, les déjections pouvaient permettre d'enrichir, de fertiliser cette eau-là. Donc, encore une fois, du bon sens. Et donc, l'aquaponie, simplement, nous, ce qu'on a fait, c'est essayer de la remettre au goût du jour avec les technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour, ouais, pour essayer d'en faire, quelque chose qui, techniquement à la fois fonctionne et qui commercialement puisse être durable. Mmh. Tu parles de bon sens et je suis tout à fait d'accord avec toi, de cette espèce de retour aux sources et aux fondamentaux de l'agriculture. Est-ce que tu penses que le changement de mentalité, il est déjà en marche sur cette idée de revenir au bon sens, ou il reste encore beaucoup de choses à impulser pour que le modèle agricole, le système alimentaire, revienne à des choses comme ça plus traditionnelles? Ouais, c'est compliqué de parler de modèle agricole parce qu'il est vraiment pluriel. Il y a beaucoup d'acteurs, on le voit en ce moment, hein. Certains enfin, je pense qu'on a tous été confrontés à, des situations où les agriculteurs ont bouclé nos autoroutes, hein, ces derniers temps, hem, parce qu'on est rentré dans un système qui arrive à bout de souffle. On a épuisé des sols. La logique de sol vivant, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, hein. C'est 10 millions d'hectares par an, hein, qui sont considérés, chaque année, de sols, qui sont impropres à la culture parce qu'ils sont épuisés. Hem, enfin, quand on parle de vers de terre, qui est l'une des plus grandes, masses animales, en quantité sur terre, et qu'on voit qu'on en trouve quasiment plus sur nos terres agricoles, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Donc, Sans parler des bactéries et du microbiote aussi qui a pas mal disparu dans les terres, surexploitées.
Exactement. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à dire c'est la faute des agriculteurs et les pointer du doigt en matière de d'effondrement de la biodiversité et de réchauffement climatique, hein, parce que l'agriculture, c'est 24% des gaz à effet de serre. Alors on parle souvent du CO2, oui, il y a du CO2 qui est émis par l'agriculture, mais quand on épand du lisier, par exemple, sur un champ, on voit souvent, sur nos terres agricoles bretonnes, par exemple, eh bien ce lisier-là émet du protoxyde d'azote. Le Mmh, protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus puissant que le CO2. mmh. Sans parler du méthane, 70 fois plus puissant que le CO2. Donc l'agriculture a vraiment sa part à jouer dedans. Et c'est vrai qu'en fait, on a biberonné nos agriculteurs à une agriculture, j'allais dire, clé en main, tu vois? Donc c'est, des apporter des solutions et être agile pour une agriculture d'ici 2030 qui soit décarbonée, c'est compliqué. Quand on regarde, 2030, c'est demain. Si tu prends le blé, par exemple, bah, il reste 6 récoltes de blé avant 2030 pour avoir effectué notre, révolution. C'est compliqué, tu vois, d'arriver à dire à des agriculteurs: «Eh bien, ce que tu as fait pendant 30 ans, 40 ans, 2-3 générations, il faut que tu le changes maintenant». Mmh. En Et moins de 5 ans, ouais. ouais, ouais, exactement. Donc, en plus de ça, on est sur un secteur qui est en crise de vocation. D'ici 2030 aussi, c'est une sacrée année, il va se passer beaucoup de choses. On aura, presque 50% des agriculteurs qui seront partis, en tout cas qui seront en âge de partir à la retraite. Donc, la moyenne d'âge chez les agriculteurs est relativement élevée. Quand on voit qu'on est encore jeune agriculteur jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est, c'est dire, en fait, je pense qu'une partie de la solution dans l'agriculture passe aussi par, vous, toi, moi, qui avons passé du temps dans nos bureaux climatisés, nos tapis de souris, qui avons décidé et compris que, ce qu'on a dans notre assiette, c'est d'abord et avant tout notre premier médicament, si on veut vivre, sainement et grandir et vieillir sainement. Ces personnes-là, si tu veux, par leur regard un peu neuf sur l'agriculture, vont potentiellement pouvoir apporter cette agilité à un secteur qui en a besoin. Donc là, c'est ce que toi, tu essayes de faire, d'apporter ce nouveau regard sur la nouvelle façon de produire des aliments, en fait? Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a pas alors je t'avoue qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on a trouvé la solution, hein, surtout pas. Je pense que l'aquaponie et on va peut-être pouvoir l'expliquer un plus en Oui. détail après, mais l'aquaponie n'est pas la solution, mais une des solutions du mix agricole de demain. Donc oui, il y aura toujours de la place pour du conventionnel, il y aura toujours de la place pour des fermes verticales, pour du bio, pour de la permaculture. Et il n'y a pas une seule qu'on doit choisir et qui demain sera la solution. Donc, l'idée, c'est de se dire: «Bon, ce mix-là, faisons rentrer et essayons d'attirer un peu l'ensemble des talents, des vocations, des motivations pour, contribuer à dessiner, ce que sera l'agriculture demain». Et quand je parle de dessiner en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que paysan et paysage ont la même racine. Le paysan, c'est celui qui travaille et façonne le paysage. Moi, je trouve ça passionnant de se dire un peu à l'image d'un urbaniste ou d'un architecte, de contribuer demain, si tu veux, au dessin de nos paysages, de notre campagne, même de nos villes, puisqu'on est installé à l'entrée des villes. Oui, bien sûr et on l'oublie souvent, mais l'agriculture, est un gros façonneur, ou une grosse façonneuse, je sais pas comment on dit, des paysages français et ça fait partie aussi de notre culture, de notre patrimoine, global. Ça peut façonner d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'il y a des régions où, ça a pas mal déstructuré les paysages, mais ça peut y contribuer aussi, très, très positivement. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, concrètement, une ferme d'aquaponie, ça ressemble à quoi? C'est des bassins, il y a des poissons dedans, il y a des plantes qui poussent, voilà, comment tout ça fonctionne? Alors l'aquaponie déjà, si on fait un petit peu d'étymologie, l'aquaponie c'est un néologisme. C'est la contraction d'aquaculture et hydroponie. C'est donc l'élevage de poissons associé à du maraîchage hors sol. Il y a une autre source aussi étymologique à ce mot-là, c'est, aqua l'eau et pony le travail. Donc, nous, notre principal, hem, travail au quotidien, c'est justement travailler l'eau. C'est beaucoup de travail dans cette phrase. Travailler l'eau, parce que c'est la richesse qu'en plus avec le stress hydrique qu'on vit de plus en plus, qui devient de plus en plus rare. Donc cette ressource-là, on va essayer de la travailler, l'utiliser au maximum pour pouvoir faire pousser des plantes. Concrètement, l'aquaponie, aujourd'hui, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Imagine, une grande serre. Alors, on va prendre l'exemple de notre serre qui est installée à Mérignac, qui fait un demi-hectare, 5 000 m², qui est installée entre, la rocade de Bordeaux et l'aéroport. Donc, dans cette grande serre, il y a 10% de cette serre qui est opaque. Opaque, recouvert de panneaux.
et sous laquelle tu as des grands bassins dans lesquels tu as des truites arc-en-ciel qui batifolent. Donc on a fait le choix des truites arc-en-ciel parce que c'est le poisson d'eau douce le plus consommé en France. Ces truites arc-en-ciel, on les nourrit avec des croquettes de protéines végétales à 77%, si tu veux tout savoir, Ouais, c'est possible. de légumineuses françaises et 23% de protéines de poisson, parce que ça reste quand même un poisson carnivore, donc il faut quand même un peu de protéines de poisson aujourd'hui. Peut-être qu'on verra pour des solutions à base d'insectes demain. Et ces poissons, si tu veux, vont, comme toi et moi, aller à la selle. Et cette eau mélangée aux déjections, dans cette eau mélangée aux déjections, on trouve 90% des besoins des plantes. Donc les fameux NPK, si vous vous rappelez des cours de bio, azote, phosphore, potassium, mais aussi des oligo-éléments, du fer, du calcium, du magnésium, du bore, du manganèse, etc. Et par contre, il y a aussi énormément d'ammoniac. L'ammoniac, ce qui fait l'odeur de nos déjections, l'azote ammoniacal. Et cet ammoniac-là peut être mortel à faible concentration pour les poissons comme pour les plantes. Et la nature est assez bien faite. Et on a mis à disposition de la nature des grands fûts qui font jusqu'à 3 mètres de haut, dans lesquels il y a des petits médias en plastique sur lesquels des bactéries peuvent s'installer. Et des bactéries vont s'installer naturellement et vont grignoter cet ammoniac pour faire ce qu'on appelle de la nitrification et vont transformer cet ammoniac en nitrate, qui est une base azotée assimilable par les plantes. D'ailleurs, quand tu lances une ferme au départ, pendant les 6 premières semaines, eh bien, tu lances le système et c'est le temps, ce qu'on appelle le cyclage, le temps que ces bactéries s'installent. Et c'est à ce moment-là que c'est un peu comme un défibrillateur, tu vas lancer la ferme. Cette eau, une fois chargée, donc après, c'est issu des poissons transformés par les bactéries, est envoyée vers les plantes. Les plantes, elles, sur les 90% de l'autre côté de la serre, là, c'est plein soleil. On chauffe pas, on climatise pas, on n'éclaire pas artificiellement. Ces plantes, elles flottent sur des radeaux. Donc elles ont les feuilles dans les étoiles et les racines dans l'eau. Sur ces radeaux, il y a des trous. Dans ces trous passent les racines. Ces racines vont aller piocher les nutriments issus de la pisciculture grâce au truchement des bactéries. C'est comme ça qu'elles vont pouvoir grandir et trouver les nutriments nécessaires à leur bonne santé. Et elles vont faire ce qu'on appelle de la phytoépuration. Elles vont phytoremédier l'eau, prendre les nutriments, et c'est une eau quasiment pure qui ensuite repart aux poissons. Donc c'est un écosystème fermé en 3 parties, les poissons, les bactéries et les plantes. Ouais, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cycloponie, parce que j'avais vu ce wording un jour, c'est le côté très cyclique de la chose. On est vraiment dans un système qui est complètement circulaire. Exactement. En fait, C'est très vertueux. oui, ce qui fait qu'en moyenne, par rapport à l'agriculture de pleine terre, on va utiliser 10 fois moins d'eau, à peu près 4,5 fois moins d'énergie. Et en plus de ça, comme on a essayé d'optimiser au maximum la serre, nos salades en moyenne émettent, quand on va les vendre, 30% de CO2 en moins. Donc c'est une vraie solution. Ce qui est assez génial avec cette agriculture-là, c'est que oui, c'est une agriculture au sol. Donc et encore une fois, je rentrerai pas dans le jeu de l'agriculture où tout le monde se tire dans les pattes. Il faut de tout. Et nous, on s'installe sur des parcelles qui sont polluées. Donc à Lormont, on a une petite ferme qui est installée sur du remblai SNCF. Il faut savoir que juste à côté de la ligne grande vitesse Bordeaux-Paris, il faut savoir que la SNCF est le premier client du glyphosate en France, hein, donc tu même pas la qualité de l'eau qui suinte et qui coule de ces rails-là. Donc évidemment, la culture de pleine terre était impossible. Donc ça, première chose. Et puis à Mérignac, on est sous le couloir aérien avec des problèmes de suintement de kérosène. Donc on avait aussi un sujet potentiellement si on voulait faire l'agriculture de pleine terre sur ce sol-là. Donc on a vraiment décidé, si tu veux, de s'installer sur des parcelles qui sont polluées. Et ça tombe bien, parce que si tu veux t'installer en ville, la plupart des parcelles en ville sont polluées. On a 95% des sols à Bordeaux qui sont pollués. Donc ça propose une solution éventuelle à ça. Il faut savoir aussi que nous, on essaie de se revendiquer un petit peu de cet héritage-là, mais la plupart des grandes villes françaises jusqu'au début du XXe siècle étaient entourées de couronnes maraîchères. Donc, prenons l'exemple de Bordeaux. Bordeaux, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, Bouliac, Florac, puis on remonte Bègle, puis après Blanquefort, Bruges, Ézines, Le Taillan, etc. C'était une grande couronne maraîchère. Donc ces maraîchers-là, cette paysannerie urbaine, le matin même, récoltait ce qu'elle avait récolté, le mettait sur son chariot, allait sur les places centrales de la ville et allait vendre ses produits. Quand on parle de circuit court aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on a découvert le Graal alors que ça existe déjà depuis longtemps. Et en fait, le problème, c'est que enfin, le problème, c'est la situation en tout cas. On est aujourd'hui une civilisation qui est beaucoup plus urbanisée, donc la plupart de ces parcelles-là, au fur et à mesure, ont été mitées, grignotées. Et cette paysannerie urbaine a fini par
quasiment disparaître. On parle maintenant plutôt de pointillés, on va dire, sur la zone de Bordeaux, mais parlons du cas de Montreuil, par exemple, à Paris, qui était un grenier pour Paris, qui était exceptionnel. Donc nous, si tu veux, ouais, de se revendiquer de cet héritage-là. On va aller chercher tout le foncier que personne ne veut, concrètement le foncier pourri, et y installer potentiellement des fermes. Alors tout l'enjeu, c'est cette, disponibilité du foncier, hein. C'est l'enjeu premier pour, les agriculteurs aujourd'hui pour s'installer. Surtout que si tu veux faire une agriculture qui soit rentable, il faut que tu aies suffisamment de place, il faut que ce soit suffisamment grand. Les, l'image d'Épinal qu'on peut avoir de l'agriculteur, la cinquantaine qui se casse le dos en train de récolter ses poireaux le long de la nationale, oui, c'est joli et je trouve ça bucolique, mais c'est la plupart du temps, c'est pas rentable. Donc on essaie de trouver une C'est-à-dire qu'il faut solution une qui soit surface minimale pour que enfin, et donc un peu d'intensif en termes de surface pour que ce soit rentable? ouais, tout à fait. Nous, on se considère comme des bio-intensifs. Voilà. Donc, ça c'est, et c'est pas un gros mot, hein. Enfin, je pense qu'il faut qu'on l'assume. On est dans les pays occidentaux, on ne paie pas vraiment le vrai coût des aliments. Non, on est Heu, d'accord. Ça, je vais pouvoir te l'expliquer, enfin, t'exposer un peu notre sujet après, mais ce qui fait que, si tu veux avoir un salaire décent et donc attirer des talents demain, nous, c'est le cas, tu vois? Nos opérateurs amérindiens qui sont 7 ou 8 actuellement là, et ils sont payés 1,2 fois le SMIC. Ils ont des tickets restaurants. S'ils viennent à vélo, ils ont le droit à leur prime vélo. Hem, on le sait pertinemment, on n'est pas du tout dans les standards, qui sont proposés actuellement, et ils sont en CDI, tu vois? De trouver des CDI en agriculture, c'est pas simple. Souvent, c'est des saisonniers. Donc, on sait qu'on n'est pas dans les standards. Mais si on veut attirer des vocations demain, il faut qu'on puisse proposer des situations, enfin en tout cas un package financier qui soit quand même relativement décent. Donc oui, si tu veux un revenu décent pour les agriculteurs demain, il faut qu'on soit suffisamment grand. Ça, c'est fondamental. Mmh. Je vais te citer un autre donc un exemple sur le fait qu'on ne paie pas le vrai prix des choses, et pour ça, forcément, je ne peux que m'allier en partie au coup de gueule des agriculteurs quand ils ont sorti leur tracteur et qu'ils ont bouché les péages. C'est que, prenons une salade conventionnelle en rayon de supermarché. Cette salade, on va dire, allez, on est au printemps, elle va coûter 1 €. Elle va être affichée à 1 € TTC, OK? En fait, cette salade, oui, toi, en tant que consommateur, elle va te coûter 1 €. Mais en fait, elle a 2 € en plus d'externalités négatives que tu ne paies pas directement. Donc ton prix facial, c'est 1 €, c'est pas 3 €. C'est l'euro supplémentaire, le premier euro supplémentaire, c'est lié à l'environnement. Une salade conventionnelle va avoir un impact sur l'effondrement sur la biodiversité, sur la qualité du sol, sur, les rivières à côté desquelles, les champs sont installés, et donc demain aussi sur le retraitement des eaux. Et si tu veux que tes gamins, puissent boire l'eau du robinet, demain, eh bien, il faut que tu payes par tes impôts sur le retraitement de ces eaux. Mmh. Donc ça déjà, c'est 1 € supplémentaire. Le deuxième euro supplémentaire, c'est lié à la santé. Mmh. L'ensemble des produits chimiques qu'on peut bouffer, l'obésité aujourd'hui en France, ça représente à peu près 20 milliards d'euros par an à la communauté. Ça, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est le deuxième euro supplémentaire qu'on paye nous avec la sécu, en fait. Donc, en fait, le vrai coût de ta salade, c'est pas 1 € mais 3 €. Tu le payes, mais par ailleurs. Mmh. Et tout l'enjeu, et c'est là aussi pour ça qu'on essaie de militer, et on sait que ça va prendre du temps parce que le sujet est pas facile à appréhender comme ça. Et ce que j'ai souvent tendance à répéter quand on fait des visites à la serre, c'est que, il y a pas de réponse simple à un monde complexe. Il faut faire cet effort intellectuel. C'est que oui, nous, par exemple, quand on vend une salade à 1 €, on n'a pas ces 2 € d'externalités négatives. Et c'est bien moindre, peut-être 10 centimes parce qu'on a, artificialisé une partie du sol. Et donc, mais c'est expliqué de moi au pouvoir public, que à chaque fois que je fais 1 € de chiffre d'affaires, je fais économiser à la société 2 €. Donc est-ce qu'il serait possible de toucher ces subventions-là à la place pour soutenir l'agriculture demain? Donc bref, c'est une posture qu'on essaie d'avoir, et on n'est pas les seuls à le faire, mais ça met du temps à faire bouger les choses parce que la plupart des subventions françaises sont d'origine européenne et sont surtout et avant tout basées sur la taille des exploitations, ce qui n'est pas du tout notre cas. Comme je le disais, on est bio-intensif. On produit, sur 5000 m², tu vois, on va produire à peu près une salade sur 100 consommée sur Bordeaux Métropole, et à peu près, 4 de la truite qui est consommée sur Bordeaux Métropole. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace, on peut être bio-intensif, et donc pour le coup, on n'a pas accès à des subventions au fonctionnement comme, la PAC peut le proposer aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tu es pas éligible avec ce mode d'agriculture aux subventions de la PAC. Non, en effet. D'accord. Mais après Mais c'est pas mais c Oui, vas-y. ce qui est intéressant dans ton modèle, et je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'on paye pas le vrai coût des aliments, c'est que tu arrives quand même avec ce mode de production à t'aligner sur des prix du conventionnel. Alors quasiment. En fait, c'est vrai aussi qu'on a,
quand on a monté ce projet, c'était la motivation de nous 5 cofondateurs, c'était de proposer des produits qui vont pas uniquement finir dans les assiettes des bistrots gastronomiques. L'idée, c'était de pouvoir proposer des produits qui soient accessibles au plus grand nombre. Et d'ailleurs, le matin, quand la serre ouvre à 5 heures du matin, que les opérateurs font la récolte, à 7h15, le camion part et ce sont des palettes de cagettes qui partent pour Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, U, Monoprix, etc. Donc, nous, notre rôle, c'est de proposer un bien manger sain, local, ultra frais et qui soit 15% moins cher que le bio. Donc, il y a à peu près 30% d'écart entre le bio et le conventionnel. Et nous, on se situe à peu près entre les deux. Donc, on se contente de faire, c'est créer une troisième voie. Expliquer qu'il n'y a pas le bio et le conventionnel dans la vie. Il y a tout un spectre d'agriculture entre le bio et entre le conventionnel et le bio, voire même au-delà du bio, qui sont parfaitement respectueuses de l'environnement et qui pour autant ne peuvent pas être labellisées, parce que nous c'est notre cas, hein, les racines, parce que les racines sont dans l'eau et pas dans la terre, sinon on respecte tout le reste, les critères du bio. C'est essayer d'arriver à évangéliser, si tu veux, nous tous, citoyens mangeurs de salade, de tomates d'aromates et de poissons, au fait qu'il y a des agricultures qui valent le coup d'être découvertes. Donc on a ce travail-là finalement qui est un peu un travail d'intérêt général, hein. En même temps, je pense que je connais pas de secteur privé comme l'agriculture qui soit aussi proche de l'intérêt général. Et pourtant aussi autant privé en fait. Donc c'est ça qui est assez dingue. C'est aussi pour ça que c'est assez rageant parce que la répartition de la valeur entre l'agriculteur, la logistique, la plateforme, le détaillant, etc., est pas forcément toujours juste au regard de l'importance euh, portée, l'importance du métier d'agriculteur de nourrir des nations entières. Tout à fait, et c'est là où on en revient à la notion de valeur, c'est que non seulement on paye pas le vrai prix de souvent ce que coûtent vraiment les aliments à produire, mais en plus, si on parle en termes de valeur sociétale, ça déborde largement de ça parce qu'il y a rien de plus, valeureux que, de nourrir les gens, de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Enfin, c'est un peu les fondamentaux de la société, quoi. Complètement. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on s'installe à l'entrée des villes. Alors là, pour le coup, c'est pas juste parce que j'ai envie de boire des coups avec mes potes le soir, mais c'est avant tout parce qu'on et je te disais qu'on ouvre à 5 heures du matin, c'est parce que simplement on veut que nos produits soient ultra frais. Et ce qui fait que tu retrouves nos salades, au plus tard 3 heures plus tard en rayon de supermarché, présentées sur les étals. Hem, il faut savoir qu'en fait aujourd'hui une salade, classiquement, qui va être présentée sur les étagères des supermarchés, a été coupée entre 48 et 72 heures. Il faut savoir aussi qu'une salade, une fois qu'elle est coupée, toutes les heures, elle perd 1,5 de sa vitamine C. Donc en fait, imaginons, tu as fait une petite soirée, avec tes potes et le lendemain, tu as envie de te nettoyer le corps avec une bonne salade qui va te faire du bien. Et bien, en fait, la plupart du temps, ces salades, c'est pas des calories vides, mais presque, en fait. Et ce qui compte et ces valeurs intrinsèques à ces produits-là, tu les vois pas forcément. Le l'image, enfin, l'archétype de ce produit vers lequel on qui est un peu le symbole du jusqu'au boutisme vers lequel on est allé, c'est la tomate. C'est la tomate aujourd'hui. Enfin, je mets au défi, les auditeurs, aujourd'hui de me dire la dernière fois qu'ils ont trouvé une tomate qui avait vraiment du goût en rayon de supermarché. Et c'est dommage parce que simplement on a aujourd'hui, il est plus simple pour une tomate de Marmande, Marmande qui est à peu près 1 heure au sud de Bordeaux, qui est un peu le grenier maraîcher du coin, et bien de partir jusqu'à Rungis, hem, de passer par une plateforme, ensuite de Rungis, dans les alentours de Bordeaux avant de revenir vraiment à Bordeaux. Et simplement parce qu'on a construit, ça fait 50 à 70 ans de grande distribution, avec ces plateformes logistiques qui sont tellement optimisées que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ce qui fait que la tomate alors elle vient de 100 kilomètres de Bordeaux, elle a poussé à 100 Elle kilomètres va de faire Bordeaux, 1 500 elle va faire kilomètres en 1 200, camion. ouais exactement, et 1 200 kilomètres, c'est la moyenne de la distance parcourue par nos aliments dans notre assiette en France. Ce qui fait que on marche un peu sur la tête. Et c'était comme on le disait tout à l'heure, c'était essayer de remettre un petit peu de bon sens. Et c'est vrai que quand on est agriculteur et qu'on a baigné là-dedans pendant des dizaines d'années, à la rigueur, on le voit plus vraiment ou on l'a accepté. Quand on est, des newbies, comme nous, ce qui est notre cas, et qu'on débarque là-dedans, on se dit: «Mais attends, c'est pas possible, comment on peut accepter un truc pareil? C'est pas normal». Donc, autre sujet pour essayer de répartir un petit peu mieux la création de valeur dans la production agricole, on se met à l'entrée des villes pour pouvoir essayer de faire du circuit court.
Donc on fonctionne directement avec les plateformes, enfin avec pardon, pas avec les plateformes, directement avec les super et les hypermarchés. Alors Donc justement, on comment buy vous êtes organisé au niveau de la distribution? Parce que je voulais t'interroger là-dessus. Je sais ouais. qu'il y a des points de retrait, sur place dans la métropole bordelaise. Il y a aussi un développement du coup en GMS. Enfin voilà, comment ça se structure? Ouais, alors, c'est vrai qu'on fait un peu de particulier, parce que il en va aussi de notre mission, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc Que de, vous êtes que vous êtes? oui, tout à fait, ouais, ouais. OK. On a l'agrément ESUS, je sais pas si ça vous parle, mais donc donc à peu près 10 de notre chiffre d'affaires, c'est issu, d'un contact direct entre nous et le client final, avec des Ce qui paniers, voilà. ce qui participe aussi à votre mission d'éducation alimentaire peut-être, ce qui vous Ouais, tient ouais, à tout à cœur? fait. Ouais. Tout à fait, mais c'est uniquement 10 de chiffre d'affaires. 90 de notre chiffre d'affaires, on va dire, c'est d'abord et avant tout les grandes et moyennes surfaces et la restauration. Donc qu'on livre dans un rayon de, 15 kilomètres autour de la serre. Donc on arrive, à faire ça à peu près aujourd'hui. Tout l'enjeu maintenant, donc on essaie de récupérer un petit peu de la valeur. Pour être totalement transparent avec toi, une de nos salades qui va se retrouver en rayon de super ou d'hypermarché en ce moment à aller à 1,39 €, nous on l'a facturé à 85 centimes. Donc c'est sûr que c'est déjà un petit peu mieux. Alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais pourtant, f quand on connaît un petit peu le milieu, c'est pas mal, on s'en sort plutôt bien. Et pour autant, c'est ça qui reste assez dingue, c'est qu'on reste fragile, très fragile. L'atteinte du seuil de rentabilité pour une ferme, comme la nôtre, en tout cas pour une société comme la nôtre, elle ne se fera que lorsque l'on aura à peu près 7 hectares de ferme. Aujourd'hui, on a 0,6 hectares. Donc si tu veux lancer et si tu as une idée que tu penses être, intéressante pour l'agriculture de demain, il faut pouvoir s'entourer de personnes qui ont confiance en toi et qui vont te dire: «OK, les gars, je vous fais un chèque et je vous apporte le temps nécessaire pour que vous arriviez à, installer, dans la durée, une solution pour l'agriculture de demain». C'est la raison pour laquelle aussi, alors encore une fois, pas au fonctionnement, mais à l'investissement, on est, heu, on est accompagné par des acteurs, alors des acteurs plutôt publics, de type, Union européenne, État, région, département, Sous Bordeaux forme Métropole. de subvention? Subventions ou prêts comme BPI France aussi, ainsi que la Banque des Territoires, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations et ce qui est génial aussi et on est vraiment très, très bien entouré, aussi d'acteurs privés qui ont eu, heu, des aventures professionnelles souvent enrichissantes dans tous les sens du terme et qui décident, d'investir aussi dans des projets comme celui-ci parce que, c'est donner, c'est continuer de s'enrichir à titre pécunier, mais aussi, à titre de sens. Et là aussi, on est plutôt bien accompagnés. On est ravis et je les salue s'ils m'écoutent. Et Je là les embrasse, ouais. actuellement, puisque tu parles de financement, vous êtes en cours de levée de fonds. Tout à fait, Tu peux nous en dire un peu plus? tout à fait. Nous, on existe depuis 2019. Depuis 2019, au départ, on a construit une première petite ferme de 1 000 m² qui avait pour ambition d'arriver à prouver que l'aquaponie, techniquement, ça fonctionne. C'était la ferme De de ça Pauline, c'est ça? c'est ça, exactement. Une grande tante qui nous a quittés et en hommage, c'était le nom de cette première ferme. Et de ces 3 ans d'expérience et de beaucoup d'erreurs, quand tu fais des erreurs avec les poissons, en plus, ça pardonne pas, avec le vivant en général, hein, Ah, on c'est-à-dire a que sorti c'était létal, les erreurs? ah oui, ça pouvait, ouais, ouais, bien sûr, OK. ouais. Ah oui, oui, quand tu as un camion de chantier qui rentre dans un poteau électrique à côté, que tu toute l'électricité qui se coupe, forcément ça peut poser des problèmes pour les truites et leur accès à l'oxygène. Bref. Et comme dirait un de mes investisseurs, privés, il me dirait, «Tu seras pas pisciculteur tant que tu auras pas fait péter du poisson». Donc bon, je prie pour elle, mais ça a pas toujours été simple. Et donc de cette quantité d'erreurs et de cette phase d'apprentissage-là, on en a sorti un prototype, donc celui qui est à Mérignac. Et là, l'objectif de ce prototype-là, c'est d'arriver à prouver que, commercialement, l'aquaponie, c'est durable. Et donc ce qu'on est sur le point d'arriver à faire cette année. C'est, enfin, tu vois, cette année, on est en 2023, on a commencé en 2019, donc ça fait 4 ans et demi, pendant lesquels on a levé à peu près 5 millions d'euros sur cette période-là, que ce soit, en actions, mais aussi en prêts ainsi qu'en subventions pour pouvoir y arriver. Et donc là, l'idée maintenant, c'était de se dire: «Bon, bah, on va bientôt arriver à notre fin de trésorerie. Il nous faudrait un petit peu plus de temps pour, montrer les indicateurs, passer de la promesse à la preuve sur la rentabilité d'une ferme comme celle-ci». On gagne un petit peu de temps et là, cet été, on part, ce qu'on appelle dans le jargon des startups, en série A.
c'est ça qui est toujours assez dingue, c'est qu'on a un canard à 3 pattes, on est entre l'agriculture, l'agro-industrie et la start-up. Donc on a un peu les 3 langages qui se mélangent. C'est parfois assez troublant même pour nous-mêmes, hein. C'est de Et donc l'agtech, non? c'est On ça. peut dire ça? Agtech, agritech, foodtech, je sais pas trop. Un peu cette nébuleuse d'anglicismes qui nous définissent normalement. Et donc de ce projet-là après, donc avec cette preuve en bagage, on part ensuite bâtir 6 hectares de ferme d'aquaponie, sur le territoire métropolitain de Paris. OK, et donc ce Ça qui va sera vous combler vos 0,6 que vous avez et atteindre les 7 hectares de rentabilité? Exactement. Et là, à ce moment-là, on a l'ensemble du groupe qui est rentable. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux arriver à faire ton beurre dans l'agriculture, il faut que tu internalises pas mal de fonctions support. Que ce soit la logistique, le packaging, le marketing, le commercial, le, qu'est-ce que ça peut être d'autre? L'agronomie bien sûr, la R&D, la recherche et développement, tout ce qui est même, la recherche technique. Quel matériau, quel outil on doit utiliser demain, quelle ergonomie on doit mettre dans la serre pour pas, pour optimiser le nombre de personnes qui y travaillent, hein, sinon on peut faire une armée mexicaine, pour récolter 3 salades. Tout ça, on l'a internalisé. On l'a internalisé et donc c'est une dizaine, en fait, de cœurs de métier différents et ça représente un coût, pour la boîte. C'est aussi la raison pour laquelle l'ensemble du groupe ne sera rentable que quand on aura, ces 7 hectares de ferme. Donc D'accord. on a internalisé ça, donc on a un savoir qui est là maintenant, qui est prêt, on est une équipe de 25 personnes en tout. Sur ces 25, on est 10 opérateurs et les autres œuvrent à créer les fondations d'une boîte qui pourra ensuite en mettre un peu partout. Donc, c'est faire nos preuves, hein, c'est toujours le sujet, arriver à convaincre. Donc ce pouvoir de conviction-là, on est en train de se le construire justement pour, ensuite partir à Paris et après déployer, en propre et en franchise. Je crois que vous Heu, visez 5 à 10 métropoles d'ici 5 ans, c'est ça? ouais, tout à fait. En fait, on a contacté les 22 grandes métropoles, statutairement françaises. Sur les 22, il y en a 21 qui nous ont signifié une volonté forte de nous voir s'installer chez eux demain. Et on a même certaines d'entre elles ce sont même les présidents de métropole qui nous auront contactés. Donc il y a une vraie volonté demain pour la ville d'être à nouveau en partie génératrice de métiers du secteur primaire et C'est dans le aussi de cadre de ré leur PAT, leur, programme alimentaire territorial, ou c'est indépendant? alors en partie, je dois avouer aussi qu'on est dans un momentum où c'est aussi un levier politique. Donc surfons là-dessus, hein, il y a pas de problème pour nous, on y va. C'est surtout qu'en fait les villes se sont rendues compte qu'ayant écrasé un petit peu toutes ces ceintures maraîchères qui faisaient leur alimentation avant, elles sont devenues génératrices et émettrices de CO2 par l'importation des produits qu'elles consomment. Donc elles ont tout intérêt aujourd'hui à essayer de dire: «Bah, tiens, cet espace-là, pourquoi pas y mettre, de la production agricole?» Alors on n'ira pas à l'autonomie alimentaire des villes. Non seulement c'est pas possible parce que, les villes ne pourront pas proposer suffisamment de champs pour faire du blé, de la farine et cetera, mais en plus c'est une connerie. En soi, la ville n'a pas vocation à tourner le dos à la campagne. Nous, notre rôle, et je te parlais d'évangélisation tout à l'heure, c'est de recréer alors certains me diront: «Ouah, il parle de paysannerie alors qu'il fait de l'aquaponie, il a pas le droit de dire ça». Hem, OK pour le vocabulaire, on dira, en tout cas de l'agriculture, que les agriculteurs, puissent à nouveau rencontrer l'urbain. Ça fait 1-2 générations maintenant qui séparent en général dans les familles, le tertiaire de l'agriculture et hem et je pense qu'on a tout intérêt à le faire, parce que, enfin, moi, il y a encore, quelques années avant de me lancer là-dedans, ma mon principal contact avec le vivant, c'était mon pot de basilic qui crevait au bout de 3 jours sur mon rebord de balcon. Mmh. Donc enfin, on a perdu un peu le sens du vivant, de savoir, d'où vient ce qu'on consomme, pourquoi on consomme ça, et comment ça a été produit. C'est fondamental de recréer ce lien-là. Donc non, la ville ne devient pas 100 autonome. Par contre, la ville a tout intérêt à recréer vachement plus de liens avec l'agriculteur Complètement. et c'est en tout cas un des rôles qu'on essaie de porter. Et est-ce que ça pourrait aller, dans une idée d'exploiter des surfaces qui aujourd'hui sont pas agricoles, jusqu'à implanter vos fermes sur des toits d'entrepôts logistiques, de supermarchés, enfin aller jusqu'au bout du truc dans un milieu urbain? Enfin, je pense que Paris, le tissu urbain est déjà très dense. Est-ce que vous avez réfléchi à ça également?
Ouais, bien sûr qu'on a réfléchi à ça, on a réfléchi à ça et puis c'est génial, enfin, c'est hyper sexy. On avait un temps le projet de s'installer sur le toit de la base sous-marine de Bordeaux, Ah oui, qui en plus est un toit bien épais. voilà, c'est solide. Ouais, c'est bien costaud, alors c'est super, hein, parce que alors, là, tous mes potes auraient été hyper contents parce que, en fin de journée, ils débarquent, coucher de soleil, tireuse à bière, musique électro, ça c'est sûr, vue sur la ville, c'est super. Mais c'est pas rentable. Ce n'est pas rentable parce que sur les toits, on ne fait pas Trop de choses petit. assez grand c'est Ah trop voilà, petit. d'accord. C'est beaucoup trop petit et en plus de ça, quand tu es sur un toit, tu es vachement plus assujetti au vent, donc ça peut sécher beaucoup plus vite à l'intérieur. Tu peux avoir, des problèmes hygrométriques et aussi de prise au vent de ta structure serre en soi, ce qui fait que tu peux avoir des coûts qui peuvent être multipliés par 5 ou par 10 en construction au mètre carré. Donc, oui, j'aimerais te dire, j'aimerais voir les villes avec, sur tous les toits plats, des serres. Alors là, pour le coup, ce sera plus l'apanage d'acteurs, de prestations de services il y en a quelques-uns quand même en France, qui font ça pour des promoteurs immobiliers, et sinon plutôt des associations qui vont s'installer sur ces toits. Mais si tu veux une agriculture qui soit viable, commercialement, non, il faut du sol, il faut du sol, il faut des grandes surfaces. Donc c'est pour ça que, notre installation parisienne se fera pas, intra-périph', hein. Ça sera plutôt sur la zone de la métropole parisienne et du Grand Paris. Et tu as évoqué, des concurrents, étrangers, internationaux qui avaient levé, des grosses sommes d'argent, qui se développaient très, très rapidement aux États-Unis et ailleurs. En France, ça a l'air d'être plus petit, puis vous avez l'air d'être pionnier sur le sujet. C'est quoi les freins au développement de l'aquaponie? Alors les freins au développement de l'aquaponie, c'est une bonne question. C'est alors le 1er frein auquel je pense là, maintenant, c'est qu'il y a pas mal d'agricultures urbaines qui se sont cassées les dents ces derniers temps. Oui, On a quelques confrères, comme, dans la culture de fraises en container, oui, voilà, par dans des exemple, containers plutôt, oui. qui avaient, levé beaucoup de fonds et qui se sont fait racheter, au barreau du tribunal du commerce. C'est que c'était trop En petit, pour le coup? C'est Bah, quoi ouais. ton interprétation? Oui. Et oui, c'est trop petit et en plus de ça, dans ces containers-là, il y a pas de lumière naturelle, donc c'est chauffage, climatisation, éclairage artificiel. Il suffit que tu aies des variations des coûts de l'énergie, chose qu'on a vécu avec la crise ukrainienne et d'un seul coup, en fait, ton business model se retrouve écrasé. Donc tu as des fermes d'autres fermes verticales aussi qui sont plutôt cassées la gueule, si je peux me permettre l'expression. Donc forcément, ça refroidit un petit peu les investisseurs demain. Ils se disent: «Bon, est-ce que c'était pas juste une bulle ou une mode?» Et finalement, on sort de là. Donc on a tout un travail déjà heu, de, de remise en confiance de ces acteurs potentiels qui peuvent financer l'agriculture de demain, pour leur expliquer en quoi on est différent. Donc ça c'est la première chose. Le 2e, c'est aujourd'hui, c'est l'accès au foncier, je t'en parlais tout à l'heure, au déploiement. Là, c'est vrai que la plupart des acteurs, c'est nos concurrents, je dirais plutôt confrères, européens et mondiaux, se sont installés sur des zones, très périurbaines, hein, voire à la campagne. C'est là qu'ils pouvaient avoir un accès au foncier, beaucoup plus large et donc ensuite, bon, ils vont livrer sur des rayons beaucoup, beaucoup plus larges. Mais bon, tu vois, par exemple, on a Grow Up avec l'accent anglais, qui s'est installé en lointaine banlieue, anglaise et qui là a levé, presque 100 millions de pounds pour construire une ferme en aquaponie, verticale. Donc, Vertical. ouais, verticale, ouais, sur plusieurs étages. Ah oui, sur Pourquoi pas? plusieurs étages, c'est pas des bassins, Ah non, comme ça tout en c'est hauteur comme des c'est aquariums géants. c'est pas des aquariums géants, non, non. Non, non, C'est, OK. donc, il y a, aujourd'hui, je parlais de Gotham Greens tout à l'heure, on a, ECF qui marche plutôt bien. On a Springworks aussi qui vient de lever plus, 20 millions de dollars aux États-Unis. Heu, il y a clairement une course mondiale à l'aquaponie qui commence à être lancée. On est contacté par, de nombreux pays de l'arc méditerranéen qui connaissent des stress hydriques assez conséquents et par le biais d'une agriculture comme celle-ci, pourraient à nouveau, produire fruits et légumes chez eux, ce qui et en plus de la protéine, animale avec le poisson. C'est, donc il y a clairement plutôt des opportunités aujourd'hui que des freins. Le seul et le dernier frein que je pourrais mettre en avant et qui sera juste pour souligner ce que je te disais avant, c'est le temps. C'est le temps parce qu'en fait, on est sur de l'agriculture, c'est pas comme quand tu as un site internet, tu vois qu'il y a un truc qui marche pas, tu changes le code et tu peux avoir l'impact presque immédiatement. Là, en fait, quand tu as raté ta saison d'été, ben, tu raté ton année, il faut attendre l'année prochaine. Donc ça, c'est important de se dire qu'à un moment ou un autre et c'est aussi pour ça qu'on lance un appel et une levée de fonds sur, Tudigo là.
qui est une plateforme de crowd investing, et qu'on appelle les particuliers, si eux aussi sont sensibles et sont prêts à, plutôt que d'avoir 1 000 € ou 2 000 € sur son livret A, envie de l'investir dans une société comme ça. Alors attention, il y a quand même des risques, mais peuvent le faire et soutenir en fait l'agriculture de demain. C'est possible. Encore une fois, des solutions sont là. On parle beaucoup de scientisme dans l'agriculture. Je pense honnêtement que la plupart des solutions existent déjà. Elles ont juste besoin de temps et de financement. Parce Donc, on se réapproprie les rythmes du vivant, tout simplement, puisque l'agriculture, c'est travailler avec le vivant depuis toujours. exactement. Et là, c'est vrai que nous aujourd'hui, si tu veux, si on existe, si notre serre est bien verte à l'intérieur, c'est parce qu'à un moment ou un autre, il y a des gens qui ont pris leur carte bleue et qui ont dit: «Je veux manger ce produit-là. Non seulement il a l'air bon, mais en plus je fais un geste pour demain». Très bien, c'est un très, très beau mot de la fin. Avant de se quitter, Thomas, je voulais te poser une dernière question. On a une citation, pour le podcast Culture Nutrition qui est: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as réalisé d'impossible ces dernières années? Tu me coupes, ah là, tu m'as coupé là, je bonne question. Écoute, je suis pas du tout issu des écoles d'ingénieurs agronomes. Oui, toi, tu es Heu, un profil plutôt, école de commerce? ouais, Business? Ouais. voilà, ouais, bon, même si honnêtement j'ai rarement fait du commerce, j'ai surtout bossé en ONG. Bah, honnêtement, c'est drôle parce que souvent les gens nous sortent cette réplique quand ils arrivent dans la serre et qui voient à quoi ça ressemble. Donc, je te dirais, c'est peut-être, se dire que pour autant pas être issu du sérail, on a réussi à convaincre des gens qui s'y connaissent bien en agriculture que d'autres formes sont possibles et que l'aquaponie fera partie de ce mix agricole demain, je pense. Ah super, ça donne envie, c'est très inspirant et je pense que ça illustre, une fois de plus qu'en entrepreneuriat, quand on n'est pas du sérail justement, on arrive aussi avec, son regard neuf, son autre vision des choses et on est peut-être moins formaté par, 10 ans, 20 ans, 50 ans d'habitude et de pratique probablement. Ah oui, tout à fait. Alors après, par contre, je tenais à insister là-dessus, hein, on s'est pas inventé ingénieur agronome, hein. Nous, Vous êtes entouré. on s'est entouré de personnes beaucoup plus intelligentes que nous, hein, sur ces sujets-là, qui sont, que je salue aussi et qu'on aime très fort, parce que leur travail au quotidien est pas simple quand on leur dit que, ben non, en fait, on pourra pas mettre tel traitement, tel traitement, tel traitement, parce que c'est pas dans le cadre du biocontrôle. Donc on se facilite pas la vie, mais en tout cas, on essaie d'avoir des valeurs et de les tenir jusqu'au bout, pour proposer proposer quelque chose qui nous rende pas malades dans 20 ans, quoi. Voilà. Ouais. Je crois que parmi tes 3 associés, il y a quelqu'un qui a un profil, plutôt agronome justement, non? Ouais, écologue, tout à fait, Écologue, écologue de formation. Ouais, d'accord. qui est donc sur la gestion des écosystèmes, qui est, exactement ce qu'on gère, en fait, sous une serre, en C'est un aquaponie. écosystème, à lui tout seul, Exactement. ce qui se passe sous la ferme. Très bien. Mais écoute, on arrive au bout de cette discussion, Thomas. C'était passionnant. Merci beaucoup pour ton temps et puis pour nous avoir éduqués sur l'aquaponie, sur toutes ces nouvelles techniques agricoles et tous les enjeux de l'alimentation de demain, urbaine et pas que. Ça fait réfléchir aussi à la place que prend l'agriculture et l'alimentation dans nos sociétés. C'était vraiment très très intéressant. Merci à toi. Merci Grégory. À bientôt. À très bientôt et avant de vous quitter, j'en profite pour vous dire que vous pouvez partager cet épisode avec tous vos collègues, vos amis, votre entourage et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires pour nous faire connaître et nous faire remonter sur les plateformes de streaming. Et j'ai Thomas qui confirme avec 2 pouces et un feu d'artifice sur l'écran que c'est une bonne idée. Donc merci de nous suivre et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition pour aller toujours à la rencontre de nouveaux entrepreneurs de la nutrition. À très bientôt, bonne journée à tous.